Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Caroline Dubé. Je suis postdoctorante à l'UPF depuis janvier de cette année. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes recherches sur les mécanismes associés à la thermotolérance des coraux de Polynésie que j'ai effectuées lors de mes derniers postdoctorats, donc au Canada et aux États-Unis, en collaboration avec le CRIOB. Donc, nous sommes tous conscients que les écosystèmes terrestres et marins vont subir les conséquences de l'augmentation des activités humaines et du changement global, qui va donc ultimement résulter en une perte de la biodiversité. Et il est également connu, en fait, que la capacité de survie des coraux, ici représentée, face au changement rapide de l'environnement, se fait de façon plus drastique, la perte de la survie, en fait, comme on peut le voir ici, comparativement aux autres organismes terrestres ou marins, comme les mammifères, où on voit que la survie est stable au cours du temps. Et cette capacité moindre, en fait, de survie des coraux se reflète sur la perte de recouvrement corallien au niveau des récifs mondiaux. Donc, comme on peut le voir ici, on a une perte, en fait, de 8 depuis 1998, avec une perte additionnelle de 14 depuis 2009. Et cette perte de recouvrement est, en fait, liée à les 3 événements de blanchissement massif majeurs qui se sont produits, dus, comme on l'a présenté plus tôt, par les vagues de chaleur marine. Et les récifs de Polynésie n'échappent pas à cette tendance. Donc, comme on peut le voir en fait sur ce graphique, il est représenté le recouvrement corallien pour l'île de Moorea, donc depuis 2005. Donc, il y a eu bien sûr une perte de recouvrement d'environ 100% due aux différents événements de la Taramea et aussi au cyclone Oli, et une perte additionnelle de 35% en 2019, qui est en fait liée à un stress thermique, qui a été le plus élevé répertorié sur Moorea depuis 2005 et qui a causé le 4e événement de blanchissement massif. Donc, dans ce contexte, nous avons réalisé des suivis pendant le blanchissement corallien et aussi après pour quantifier justement les conséquences de cette élévation de la température. Et on a constaté qu'il y avait entre 30 et 50% de mortalité entre les différentes îles de l'archipel de la Société, avec les îles de Wahine et de Moorea étant les plus impactées. Toutefois, si on regarde en fait les mortalités recensées à 15 mètres de profondeur, on voit qu'en général, en fait, la mortalité, elle est inférieure à celle recensée à 5 mètres pour l'ensemble des différentes îles. Et c'est le cas notamment pour Moorea, où on a 2 fois moins de mortalité à 15 mètres comparativement à 5 mètres. Donc, cette tolérance, en fait, au stress thermique est donc différente selon les sites et la profondeur, mais également entre les différentes espèces de coraux, comme illustré sur cette figure avec une espèce de Poecilopora qui est tolérante et une espèce d'Acropora qui est plutôt sensible au stress thermique. Et cela est également visible, en fait, entre les colonies d'une même espèce, comme représenté ici pour l'espèce Poecilopora. Et cette variation de thermotolérance dépend en fait de la composition de l'holobionte corallien, qui se compose en fait de l'animal, donc le polype, mais également de ses communautés bactériennes et des virus, et également de ses algues symbiotiques qui lui fournissent, via la photosynthèse, 95% de ses besoins énergétiques. Et le blanchissement corallien se produit en fait lorsqu'il y a dysbiose, donc la perte des algues symbiotiques. Il y a également l'environnement dans lequel évolue en fait cet holobionte corallien qui va influencer la composition des communautés bactériennes, mais également des algues symbiotiques, mais aussi la génétique de l'hôte via des processus d'adaptation ou d'acclimatation. Et dans ce contexte, mes objectifs de recherche visent à identifier les mécanismes moléculaires qui sous-tendent la thermotolérance des coraux de Polynésie via des approches dites de omiques, et aussi de déterminer la contribution relative de la génétique de l'hôte et de leur microbiome et leurs algues associées. Pour ce faire, j'ai utilisé 2 sites d'études. Donc, premièrement, Moorea en 2019 suite au blanchissement corallien dû à un stress thermique d'ordre climatique, et le lagon de Tatakoto qui est considéré comme un environnement extrême en termes de température. Pour l'étude de Moorea pendant le blanchissement corallien, donc ces recherches ont été financées par le gouvernement du Canada et du Québec, donc on les remercie. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai ciblé 2 genres de coraux pour cette étude, donc notamment les Poecilopora, donc qui constituent un complexe d'espèces, donc qui est constitué de différents haplotypes, qui sont en fait des espèces en voie de spéciation,
et Acropora hyacinthus, qui est une espèce tabulaire que l'on retrouve en très grande abondance, notamment sur les pentes externes de Polynésie. Et j'ai collecté ces différentes colonies sur 2 sites sur la côte nord de Moorea, donc à Tiaoura et à Piaina, qui ont subi un stress thermique qui est largement supérieur en fait au seuil de blanchissement corallien qui est illustré ici par la ligne en noir. J'ai également sélectionné 2 profondeurs, donc 5 mètres et 15 mètres, puisqu'on avait identifié une différence de mortalité suite à l'élévation de la température. Et au total, j'ai collecté 15 colonies donc, en santé, donc qui sont supposées tolérantes au blanchissement, et 15 colonies sensibles, donc blanchies, par site, par profondeur et par espèce. Tout d'abord, je me suis intéressée à la contribution de la génétique de l'hôte sur la réponse au stress thermique, et ce via des approches de génomique. Donc, tout d'abord pour Poecilopora. Donc, sur cette figure est représenté ici à votre gauche un arbre phylogénétique avec l'ensemble en fait des échantillons que j'ai collectés qui sont représentés par une ligne. Et en fait, cet arbre vous montre la similarité génétique entre 2 individus. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a 4 groupes génétiquement distincts, et les 3 représentés en bleu sont génétiquement plus proches les uns des autres comparativement à celui en orange, qui est plutôt divergent. Et ce qui est important de constater, c'est que pour ces 2 groupes représentés ici, la grande majorité en fait, des colonies qui leur sont affiliées sont en santé, donc tolérants, représentés par le bleu foncé. Et j'ai voulu donc identifier à quel haplotype, quelle espèce était affiliée en fait cette tolérance. Donc j'ai fait des analyses de l'ADN mitochondrial et on a identifié 2 haplotypes, dont Poecilopora meandrina. Donc ces haplotypes plutôt thermotolérants pourraient être utilisés pour la création de nurseries de coraux thermotolérants. Pardon pour le tolétan. Ensuite, pour ces 2 groupes génétiques, donc en bleu et en orange, on voit que l'ensemble en fait, des colonies qui leur sont affiliées sont blanchies, donc sensibles au stress thermique. Et il s'agit cette fois-ci de 2 autres haplotypes, et notamment l'espèce Poecilopora verrucosa. Donc ceci montre que pour les Poecilopora, il y a une forte contribution de la génétique de l'hôte sur la réponse au stress, à savoir blanchie ou en santé. Et cette différence en fait, de thermotolérance pourrait mener à la perte de la diversité cryptique chez ce groupe de coraux. Maintenant, pour Acropora hyacinthus, on voit sur cet arbre phylogénétique que l'ensemble en fait, des colonies collectées sont génétiquement similaires. Donc, il n'y a pas en fait, de distinction de groupe génétique basé qui va en fait, influencer la réponse au stress. Donc, pour cette espèce-ci, on a un autre mode de fonctionnement. Donc, il n'y a pas de contribution de la génétique de l'hôte sur la réponse au stress. Et je suis actuellement en train d'analyser en fait les communautés bactériennes et de symbiontes, d'algues symbiotiques. Et les analyses préliminaires montrent qu'il y aurait en fait une algue, donc la Symbiodinium, connue sur le clade de A, qui serait plus abondante en fait dans les espèces thermotolérantes. Maintenant, pour les coraux de Tatakoto, donc j'ai eu l'opportunité de collaborer sur le projet LABEX Reconnexion, qui est mené ici par le docteur Laetitia Edouin en Polynésie, et qui fait entre autres collaboration avec des chercheuses de l'UPF, donc notamment Chloé Bramy et Mayalène Zubia, pour l'étude des bénitiers et des algues. Donc, Tatakoto est un atoll des Tuamotu qui est caractérisé par un lagon semi-fermé, donc très peu d'échanges en fait entre l'environnement océanique, et en fait qui font en sorte que les températures à l'intérieur du lagon sont très variables et très chaudes. Donc, vous voyez sur cette image le profil de température pour le lagon de Tatakoto comparativement à celui du lagon de Moorea en noir. Et on voit que même pour une très petite, courte période de temps, il y a une amplitude qui est d'environ 6 à 7 degrés et des températures maximales de 34 degrés, donc qui est vraiment au-delà du seuil de blanchissement corallien qui est habituellement en Polynésie de 29,8 degrés Celsius. Toutefois, comme démontré sur cette image, il semble que les coraux du lagon de Tatakoto se soient adaptés à cette température extrême, puisqu'on a une forte diversité et un fort recouvrement corallien. Donc, pour étudier en fait les mécanismes moléculaires et physiologiques qui peuvent expliquer cette thermotolérance pour les coraux de Tatakoto, j'ai sélectionné 2 sites pour les Poecilopora, donc le lagon, qui a un profil de température donc variable et très chaud,
et la pente externe qui est plutôt stable et avec des températures qui sont moindres. Et nous avons réalisé ce qu'on appelle une transplantation réciproque, donc entre les deux sites, pour pouvoir étudier donc, la physiologie, mais aussi, encore une fois, la génétique de l'hôte et les micro-organismes qui leur sont associés. On veut également tester l'hypothèse selon laquelle, si on utilise en fait ces coraux thermotolérants et qu'on les transfère dans un autre site, est-ce qu'ils vont en fait conserver cette thermotolérance? Et si oui, on pourrait en fait utiliser les coraux thermotolérants de Tatakoto, donc notamment les haplotypes qu'on avait identifiés comme étant thermosensibles à Moorea. Donc, si on les retrouve comme étant thermotolérants à Tatakoto, on pourrait faire des approches de migration assistée, donc transférer des coraux de Tatakoto vers Moorea pour éviter justement d'avoir cette perte de diversité cryptique et de voir s'ils pourraient, eux, résister au blanchissement qui peut-être arrivera en 2024 selon les alertes. Et je tiens à remercier donc, mes collaborateurs au Canada, aux États-Unis et ici en Polynésie, ainsi que les doctorants qui travaillent sur ces deux projets et finalement les ingénieurs qui ont fait en sorte que ces recherches ont pu se faire. Donc, Marururoa, et merci pour votre attention. Pour ton espèce avec tes phénotypes, d'ailleurs super beau ta présentation, super cool. En rate, c'est peut-être pas optimal, mais tu as sorti quand même tes outliers. J'imagine que tu as sorti tes clones avec Eric. Ça. Vous avez vu qu'il y en a. Il n'y a pas de clones. Les clones, non, il n'y en a pas. Il y avait un clone en fait pour les Poecilopora, donc qui ont été enlevés, donc seulement une paire de clones. Et en fait, comme on a des différents haplotypes, j'ai pas pu avoir de SNP sous sélection parce qu'il y a de trop grands FST. Par contre, pour les Acropora, on a trouvé seulement 5 outliers sur 28 000 SNP au total. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Donc là, on est en train de pousser en fait pour ça, pour voir justement ces outliers, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Il y en a 2 sur 5 déjà qui sont inconnus. Je ne les retrouve pas dans les banques de données, donc il m'en reste 3 à exploiter. Et c'est juste par curiosité, c'est quoi tes FST entre tes cales? 0 pour quelle espèce? Pour celle où tu as de la diff, là? Pour les Poecilopora? Ouais. Je pense que je suis aux alentours à peu près de 0,2. Donc c'est hyper fort. Ah oui. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, on ne trouve rien en termes de sélection, parce que là, justement, on se fait manger en fait par la divergence cryptique en fait entre les haplotypes. Donc, mais l'étape prochaine, en fait, ce que j'ai pas eu le temps de mentionner, c'est qu'on a collecté pendant le bleaching, mais aussi après. Et là, une fois que je vais avoir tout analysé en fait pour les coraux blanchis, les 2 espèces avec les ITS2 et les 16S pour les bactéries et les algues, je vais faire la transcriptomique pour avoir le avant et après le bleaching. Parce qu'en fait, il y a des coraux qui étaient en santé, qui sont restés en santé, donc des résistants. Ensuite, on a eu des coraux qui étaient en santé, blanchis, pardon, mais qui se sont remis, donc qui sont maintenant bien. Donc, on étudie aussi la transcriptomique de ça. Et finalement, ceux qui étaient plutôt vulnérables, donc blanchis, mais toujours pas morts. Donc, ça, c'est la prochaine étape également qu'on va faire avec de la méta-transcriptomique. Et du coup, après j'arrête. Et du coup, entre tes haplotypes, tu as de l'isolation zygotique alors? C'est quoi? Non, en fait, ça c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup maintenant à Montréal parce qu'il y a tellement de différents haplotypes. On est rendu, je crois, à 10, si ce n'est pas 12. Okay. Donc, on en a extrêmement. Et en fait, c'est qu'on pense vraiment que c'est juste en voie de spéciation. Comme par exemple, l'haplotype 10 que j'ai en haut, et on ne sait pas en fait s'ils peuvent encore se reproduire entre eux. Vous n'avez pas fait les tests encore. Donc là, on vient de trouver quand pondent les Poecilopora verrucosa, donc ceux qui sont très sensibles. Et on va essayer justement en fait de les croiser parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'ils pondaient. Et là, avec les analyses que j'ai montrées, je les ai tagués. Donc, je sais où ils sont. On va aller les chercher, les faire pondre avec du méandrina et voir en fait si on a un croisement. Donc, ça, c'est encore d'autres projets à venir. Merci pour cette présentation vraiment intéressante. Tu parlais de l'alerte pour l'année qui vient. Du coup, est-ce que tu parlais de l'alerte de blanchissement pour l'année qui vient? Oui. Est-ce que 24. Du coup, vous avez prévu de faire une campagne pour l'avant et pour l'après? Ouais. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de doctorat France-Canada. Donc, j'ai mon doctorant qui a commencé en novembre. Donc là, maintenant, on va taguer des petites colonies donc de ces 2 espèces, encore une fois, donc qui n'ont pas été soumis à l'événement de blanchissement de 2019. Donc, ils n'ont pas de mémoire, en fait, de ce stress thermique versus des grandes. Et on va pouvoir justement comparer. Là, en avril, on va collecter. On va collecter encore en septembre, donc la saison froide. Et si on a l'événement de blanchissement, on fera encore en avril et encore en septembre pour avoir justement cette dynamique et pouvoir voir déjà si les jeunes et les plus vieux, en fait, qui, eux,
ont été déjà thermotolérantes, parce qu'en fait, si on a les grandes colonies, c'est qu'en fait, elles ont résisté à 2019. Donc, elles sont tolérantes, et on veut voir en fait si les petites qui n'ont pas en fait cette mémoire de stress vont réagir de la même façon. Donc, ça, c'est la thèse qui est en cours